Bonjour, je suis très heureux de présenter à tous les collègues de la filière FAI2R les premiers résultats qui viennent d'être publiés du registre TATA. Alors qu'est-ce qu'est le registre TATA? Le registre TATA, c'est un registre où on collige de manière prospective tous les patients traités pour des maladies auto-immunes systémiques, lupus systémique, syndrome de Sjögren, sclérodermie, myosite, vascularite ou syndrome de chevauchement, qui sont traités par des traitements ciblés hors AMM. C'est l'originalité française d'avoir la possibilité chez des patients qui ont des maladies réfractaires de pouvoir traiter hors AMM lorsque le clinicien le juge nécessaire, notamment chez des patients qui ont une maladie très active, corticodépendante, qui n'a pas répondu aux différentes lignes de traitement conventionnelles ou ciblées qui sont approuvées dans la maladie. Et on a donc décidé, sur le modèle de ce qui avait été fait il y a déjà plus de 10 ans avec le rituximab dans le registre R, de colliger l'expérience française en médecine interne, en rhumatologie ou dans d'autres spécialités pour analyser de façon homogène et prospective les patients qui sont suivis, qui sont traités pour des maladies auto-immunes par des médicaments ciblés hors AMM. Alors quels médicaments ciblés? C'est tous les médicaments ciblés sauf pour lesquels il y a une AMM, ça évidemment, ou ceux pour lesquels on a déjà des données suffisantes, comme les anti-TNF ou le rituximab, pour lesquels on a vraiment déjà beaucoup de données. Et c'était aussi l'objectif de cette première analyse intermédiaire dont je vais vous parler et dont je vais vous montrer quelques résultats. C'était de voir la photographie depuis 2020, début du registre, du type de maladie, du type d'indication pour lequel on est amené à traiter par des traitements ciblés hors AMM, et aussi quel type de molécules. Alors, avant de vous présenter les résultats, je tenais d'abord à remercier la filière FAI2R pour tout son soutien au montage de ce registre, puisque c'est grâce à la première subvention qu'on a reçue de la FAI2R qu'on a pu mettre en place un cahier de recueil électronique très simple qui est accessible à tous pour justement suivre les patients traités par des traitements ciblés en dehors des indications habituelles. Et la filière joue aussi un rôle important par ce flash info, mais aussi par la retransmission régulière de visioconférences qu'on fait avec les experts de chaque thématique. Nous avons la chance d'avoir un registre qui est non seulement soutenu par la FAI2R, mais également la Société française de rhumatologie, la Société française de médecine interne, la FAI2R évidemment, et on a décidé avec le comité scientifique et le professeur Mariette avec qui je coordonne ce registre de faire tous les 3 mois un focus sur une maladie auto-immune en particulier. Et ces visios vous seront retransmises également par la FAI2R. On a récemment fait une réunion dédiée au traitement hors AMM des vascularites. Il y a 3 mois, nous avions fait une réunion dédiée au traitement hors AMM des myosites et aux premières données de TATA. Donc vous voyez qu'il y a des actualités régulières de ce registre. Et c'est aussi un des messages que nous souhaiterions faire passer avec la FAI2R, c'est qu'il est vraiment très facile de participer à ce registre. C'est un recueil prospectif, mais on accepte d'inclure les patients dont le traitement ciblé hors AMM a été débuté après janvier 2019. Et si vous n'avez pas la possibilité de saisir les données très simples, on tient à votre disposition grâce au financement qu'on a obtenu notamment des industriels qui nous soutiennent comme Lilly, AbbVie, Pfizer. On a le docteur Ahmed Yahya qui peut tout à fait, à partir des comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation, remplir les données parce que nous pensons tous que en contrepartie de cette chance que nous avons en France de pouvoir, dans des cas
que nous jugeons très problématiques en raison de l'activité de la maladie, de la corticodépendance, du caractère réfractaire de la maladie traitée en AMM, c'est un juste retour des choses pour la collectivité de pouvoir analyser le plus possible et de manière la plus exhaustive possible les patients traités hors AMM en termes de tolérance et d'efficacité. Donc, n'hésitez pas à contacter le docteur Ahmed Yahya. L'autre chose importante à dire, c'est que le registre est tout à fait ouvert à des études spécifiques. Si vous posez une question scientifique particulière, il est tout à fait possible de solliciter le conseil scientifique pour réaliser une étude qui vous semble intéressante. Alors, j'en viens aux résultats préliminaires et de la première publication du registre TATA dans RMD Open, et on va également joindre cette publication à ce flash info pour que vous puissiez l'analyser en détail si vous le souhaitez. On a décidé de faire une première analyse au 100e patient inclus dans le registre TATA, le premier résultat, c'est d'une part la grande participation des services de rhumatologie et de médecine interne, notamment à la fois dans les centres hospitaliers universitaires, mais aussi dans les centres hospitaliers généraux, et nous vous en remercions, et la grande diversité en termes de pathologies traitées et de médicaments utilisés. Donc sur les 100 premiers malades, il y avait une répartition assez homogène entre 15 et 20 patients qui étaient traités soit pour un lupus systémique, soit pour une vascularite systémique, une myosite, une sclérodermie, un syndrome de Sjögren ou une maladie, une connectivite mixte ou un syndrome de chevauchement. Donc, vraiment dans chaque groupe de pathologie qui avait été identifié, une quinzaine, une vingtaine de malades selon les pathologies. Pour tous ces malades, le caractère réfractaire ou très corticodépendant de la maladie, avec des doses moyennes de corticoïdes supérieures à 10 mg par jour sur les 100 premiers patients inclus, donc témoignant du caractère réfractaire de la maladie, souvent de nombreuses lignes de traitement antérieures essayées mais sans succès. Si on en vient maintenant à la description des médicaments utilisés, qui est, on va dire, le deuxième résultat de cette première publication de TATA, il y a pour le moment la moitié des 100 premiers patients est traité par inhibiteur de JAK-STAT. On a également des patients, pour les 50 autres patients, des patients traités par tout l'arsenal thérapeutique dont nous disposons, des anti-IL-17, des anti-IL-12-23, des anti-IL-23, du belimumab dans des maladies non lupiques, certaines associations de traitements ciblés, comme des associations rituximab-belimumab ou des associations entre inhibiteurs de kinase et biothérapie. Donc là aussi, il est très intéressant de noter la diversité des traitements utilisés et notamment l'utilisation, alors que ces médicaments n'ont pas l'AMM, d'inhibiteurs de JAK dans différentes situations de maladies auto-immunes réfractaires, notamment des myosites. Et je vous encourage à aller voir la visioconférence qu'on a réalisée dédiée aux myosites. Venons-en maintenant aux résultats concernant la tolérance de ces traitements. Alors, on a analysé les infections sévères, les cancers, les décès. Le suivi est forcément court. Ça, c'est un choix qu'on a fait d'analyser très rapidement les premiers résultats pour connaître une première tendance. Et le suivi médian est de 9 mois, donc il faut être très prudent dans l'interprétation de ces résultats. Mais comme vous le verrez dans la publication, les données de tolérance sont plutôt rassurantes, compte tenu aussi du niveau de corticothérapie orale de ces patients qui ont des maladies auto-immunes systémiques sévères. On a un nombre d'infections sévères qui est autour de 14 infections sévères pour 100 patients année. C'est bien sûr plus que chez des patients qui ont par exemple, polyarthrite rhumatoïde traitée par biothérapie, mais c'est pas du tout le même profil de malade. Le deuxième résultat concerne l'analyse de l'efficacité et dans les registres, on sait que le meilleur élément, l'élément le plus fiable pour analyser l'efficacité, c'est le maintien thérapeutique, c'est-à-dire le fait que le patient continue le traitement ou l'arrête, et s'il l'arrête, pour quelle raison? Est-ce pour une raison d'inefficacité ou est-ce pour un problème de tolérance? Et troisième élément,
l'effet d'épargne cortisonique. Il est tout à fait indispensable chez ces patients chez qui on introduit des traitements ciblés hors AMM de pouvoir, si le traitement est efficace, diminuer la corticothérapie pour diminuer aussi le risque infectieux puisqu'il est en grande partie médié par la corticothérapie orale et que la corticothérapie orale est une des raisons pour laquelle le traitement ciblé a été introduit. Et effectivement, lorsqu'on analyse les 100 premiers patients avec un recul de médian d'environ 9 mois, on a près de 60% d'efficacité selon le clinicien, avec une diminution chez les répondeurs d'environ 10 à 15 mg en moyenne de la corticothérapie orale et 25%, ce qui n'est pas rien, des répondeurs ont pu arrêter la corticothérapie. 25% d'arrêt de la corticothérapie orale, je trouve que c'est un résultat particulièrement intéressant, mais il faut bien sûr poursuivre l'analyse, poursuivre le suivi et inclure d'autres patients. Notre interprétation actuelle est que ces résultats sont rassurants, montrent que les indications pour lesquelles sont introduits des traitements hors AMM dans les maladies auto-immunes sont tout à fait pertinentes et on voit bien l'importance aussi de la filière, des centres de référence, des centres de compétences pour aider les cliniciens ceux qui les sollicitent à choisir les traitements adaptés dans les situations réfractaires. On a une tolérance qui est satisfaisante et une efficacité intéressante avec un effet d'épargne cortisonique. Et il faut noter que l'arrêt de ces médicaments est le plus souvent lié à l'inefficacité et non pas à des problèmes d'infection sévère ou des problèmes d'événements indésirables graves. Donc voilà des résultats qui sont tout à fait rassurants et nous vous encourageons avec la filière à solliciter le registre TATA pour inclure des patients. Encore une fois, il est possible de les inclure si le traitement a été initié depuis janvier 2019, hors anti-TNF, anti-CD20, et la filière et le registre soutiennent et vous aideront à saisir les données qui sont très simples. On s'intéresse, comme vous l'avez vu, au début du traitement, la fin du traitement, la cause d'arrêt et les co-traitements en termes de traitement de fond associés et la diminution de la corticothérapie. On a vraiment réduit au minimum les données importantes à saisir, mais c'est très important pour la collectivité de tous ceux qui s'intéressent dans la filière et au-delà aux maladies auto-immunes systémiques. Il y a encore une dernière raison pour laquelle il est important d'inclure dans le registre TATA, c'est qu'il y a un intérêt très important de nos autorités qui s'intéressent aux maladies rares, et en particulier ici aux maladies auto-immunes systémiques, à pouvoir disposer d'un recueil, d'une analyse des traitements, notamment des traitements hors AMM, et il est tout à fait possible que le registre TATA soit sollicité par nos autorités afin que les données de TATA concernant certaines maladies ou certains traitements puissent être utilisées et partagées. Et c'est bien sûr l'engagement qu'on prend avec la filière, c'est que les données du registre TATA soient communiquées de manière très régulière à tous les collègues, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais également puissent être utiles à nos autorités pour mieux comprendre et mieux appréhender la façon dont nous utilisons les traitements, en particulier les traitements ciblés hors AMM, comme dans TATA. Je vous remercie de votre attention.